Ils brandissaient un drapeau blanc et ils ont été tués. C'est avec cette phrase glaçante que Maria Zakharova, porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, a ouvert son point de presse sur la situation en Ukraine. Une déclaration chargée d'émotions, mais surtout d'accusations graves, celle d'un régime ukrainien qui, selon Moscou, s'en prend désormais délibérément aux civils. Depuis plusieurs jours, la Russie affirme que les attaques de drones et d'artillerie menées par Kiev auraient visé des zones résidentielles, des véhicules civils, des immeubles d'habitation. À Belgorod, à Briansk, à Kherson, les bilans s'alourdissent, des blessés, des morts, parmi eux des enfants. Des images circulent, des récits se multiplient. Pour la diplomatie russe, il ne s'agit plus d'opérations militaires, mais d'un terrorisme d'État, une stratégie de la peur menée aux frontières même de la Fédération. Mais au-delà des chiffres et des accusations, un autre message se dessine, celui d'une guerre de récits. Car derrière ce nouveau rapport, c'est une bataille idéologique que Moscou veut mettre en lumière, celle du passé qui ressurgit. Dans un ton de plus en plus offensif, Zakharova dénonce un régime néo-nazi installé à Kiev, une jeunesse ukrainienne endoctrinée, des symboles nazis exhibés ouvertement par des militaires décorés. Elle accuse l'Occident de détourner le regard, de fermer les yeux sur ce qu'elle qualifie de dérive morale et politique. Les mots sont forts, les images aussi. Les accusations touchent à l'essence même de la guerre, la légitimité, la mémoire, la morale. Chaque phrase semble pensée pour peser, pour frapper, pour inscrire la position russe dans une logique de résistance face à ce qu'elle décrit comme une menace idéologique et civilisationnelle. Et derrière cette rhétorique, un enjeu plus large se dessine, celui du regard du monde. Car si Moscou cherche à convaincre, c'est avant tout l'opinion internationale qu'elle veut atteindre, celle qui décidera, demain, du récit dominant de ce conflit. Bienvenue sur l'Essentiel Mondial, la chaîne qui décrypte le monde avec clarté et perspective. Ne partez pas maintenant, la suite va vous surprendre. Regardez la vidéo jusqu'au bout, partagez-la autour de vous et laissez votre avis en commentaire, parce que comprendre le monde, c'est déjà commencer à le changer. Merci pour votre attention et votre fidélité. Depuis plusieurs semaines, les rapports du ministère russe des Affaires étrangères décrivent une intensification des attaques ukrainiennes contre des zones civiles en territoire russe. Selon Maria Zakharova, porte-parole du ministère, les drones et les tirs d'artillerie venus d'Ukraine auraient visé des immeubles, des véhicules et des infrastructures civiles dans plusieurs régions frontalières, notamment Belgorod, Briansk et Kherson. Moscou parle de dizaines de blessés, d'enfants touchés, de familles endeuillées. Une vidéo, largement relayée par les médias russes, montre 2 civils abattus près de Kupiansk alors qu'ils tentaient de fuir, drapeau blanc à la main. Pour la Russie, ce type d'attaque incarne ce qu'elle qualifie désormais de terrorisme d'État, une guerre qui dépasse les champs de bataille pour s'en prendre à la population elle-même. En parallèle, la justice russe poursuit son offensive judiciaire contre des militaires ukrainiens accusés de crimes de guerre. Des peines lourdes ont été prononcées, y compris par contumace, contre des officiers et des combattants étrangers engagés aux côtés de Kiev. Dans le même temps, le discours russe s'élargit. Il ne s'agit plus seulement de dénoncer des faits précis, mais de redéfinir la nature même du régime ukrainien. Moscou insiste sur la présence de symboles nazis dans les rangs ukrainiens, évoque des unités arborant les emblèmes de la Waffen-SS et accuse Kiev d'endoctriner sa jeunesse à travers une éducation patriotique, fondée sur la haine et la glorification de figures controversées comme Stepan Bandera. Pour les autorités russes, cette dérive serait la conséquence directe du coup d'État de 2014 et du soutien occidental qui l'a suivi. Dans ce récit, la guerre en Ukraine n'est plus une simple confrontation territoriale. Elle devient une lutte idéologique entre la mémoire du sacrifice soviétique face au nazisme et ce que la Russie perçoit comme sa résurgence dans une Europe oublieuse de son passé. Derrière cette rhétorique, une bataille plus subtile se joue, celle de la légitimité morale. En mettant en avant ces accusations, Moscou cherche à se présenter non plus comme un agresseur, mais comme un rempart contre une menace idéologique héritée du XXe siècle. L'objectif est clair, inverser le regard international sur le conflit et faire apparaître la Russie comme la victime d'un double standard occidental. Selon ce point de vue, l'Occident dénoncerait les crimes de guerre russes tout en passant sous silence les exactions ukrainiennes. Le discours de Zakharova, en ce sens, s'inscrit dans une stratégie de communication qui vise à déplacer le centre du débat. Il ne s'agit plus de savoir qui a envahi qui, mais qui incarne aujourd'hui la véritable morale politique et historique. Ce glissement rhétorique est crucial, car il touche à la perception mondiale du conflit.
Dans de nombreux pays non occidentaux, notamment en Afrique, en Amérique latine ou en Asie, ces arguments trouvent un écho. Beaucoup y voient la continuité d'une critique plus large de l'ordre international dominé par les puissances occidentales. En dénonçant la complicité de celle-ci avec un régime qu'elle décrit comme néo-nazi, la Russie cherche à rallier à sa cause ceux qui contestent déjà la légitimité du modèle occidental. Ce discours s'adresse aussi à l'opinion publique intérieure. En insistant sur les attaques contre des civils russes, le Kremlin renforce le sentiment de menace et justifie la poursuite de opération militaire spéciale. Il nourrit une cohésion patriotique fondée sur la peur et la mémoire collective de la Seconde Guerre mondiale, où la lutte contre le nazisme reste un pilier identitaire fort. Pour la population russe, cette narration entretient l'idée d'une guerre juste, défensive et nécessaire. Sur la scène internationale, ces déclarations accentuent la polarisation du récit. Les pays occidentaux rejettent catégoriquement les accusations russes, y voyant une tentative de détourner l'attention des destructions causées en Ukraine. Mais la persistance de cette rhétorique, répétée à chaque conférence, révèle une stratégie d'endurance. Influencer le récit global par la répétition, semer le doute, déplacer la ligne de crédibilité. Dans un monde où la guerre de l'information pèse autant que celle des armes, chaque mot, chaque image devient une munition diplomatique. Ce nouveau point de Zakharova n'est donc pas un simple compte-rendu. C'est une pièce supplémentaire dans une bataille mondiale pour le contrôle du récit, une lutte où les frontières entre vérité, propagande et perception se brouillent de plus en plus. Et c'est peut-être là que se joue l'un des enjeux majeurs de ce conflit, non pas seulement sur le terrain, mais dans la conscience collective des peuples. Parce que celui qui impose son récit finit souvent par imposer sa vérité. En résumé, ce nouveau point de la diplomatie russe rappelle une chose. Dans la guerre d'Ukraine, les bombes ne tombent pas seulement sur le terrain, elles tombent aussi sur la vérité. Chaque camp construit son récit, chaque mot devient une arme, et chaque image sert à légitimer une cause. Derrière les chiffres, les condamnations et les symboles, c'est un affrontement beaucoup plus profond qui se joue, celui du sens, de la mémoire et du regard que l'histoire retiendra. Ce que cette séquence révèle, c'est à quel point le monde contemporain est entré dans une ère de brouillard informationnel, où la frontière entre faits et narration s'efface chaque jour un peu plus. Les puissances ne cherchent plus seulement à conquérir des territoires, elles cherchent à conquérir les consciences. Dans cette guerre d'influence mondiale, celui qui contrôle le récit contrôle la perception du juste et de l'injuste, du bien et du mal. Mais au-delà de la géopolitique, c'est notre propre rapport à la vérité qui est mis à l'épreuve. Sommes-nous encore capables d'écouter sans juger, de comprendre avant de condamner, d'observer le monde sans nous laisser guider uniquement par l'émotion ou la propagande? Dans un contexte où les discours s'affrontent et se contredisent, notre responsabilité, à nous spectateurs, est plus grande que jamais, celle de chercher la nuance, de vérifier, de réfléchir, de ne pas se contenter du premier récit qu'on nous présente. Car comprendre le monde, ce n'est pas choisir un camp, c'est apprendre à lire entre les lignes. Voilà, c'était l'essentiel mondial. Si tu veux voir le monde autrement, abonne-toi et partage cette vidéo à quelqu'un qui aime réfléchir, pas juste s'informer. Merci de faire partie de ceux qui choisissent de voir plus loin que les apparences. Parce qu'au-delà de l'actualité, il y a toujours une leçon à retenir.